On a lancé Lily Skin, donc la marque, en octobre 2020. On a très rapidement eu une assez grosse croissance. Pour donner quelques key metrics, donc on a fait 1 million d'euros de CA la première année, 3 millions d'euros la deuxième et 10 millions la troisième. On a dépensé plus de 6 millions sur Meta pour plus de 3000 vidéos publicitaires créées. Le marketing, c'est beaucoup de psychologie. Nous, on avait une phrase, on disait en fait, c'est le marché qui a toujours raison, c'est aussi bête que ça. On avait beau des fois réfléchir et faire une ads super bien léchée, on était sûr qu'elle allait marcher, elle fonctionnait pas. À l'inverse, une ads pour laquelle on avait peu d'estime qui pouvait bien marcher parce que notre avis il est basé par nos goûts, il est basé par notre expérience, tout ça. Ce qui compte c'est ce que veut le marché. Tu peux pas faire x3 tous les ans si tu maximises pas les pics de revenus en e-com. C'est pas une ligne droite qui monte comme ça petit à petit comme tout le monde l'imagine. C'est vraiment une moyenne de pics qui fait que c'est ces pics là, plus ils montent et plus tu montes en fait ta moyenne. Donc c'est essentiel d'arriver à gérer ces sorties là. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en deux pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Tim et Chris, vous êtes les deux fondateurs de Lily Skin. Exactement. Vous allez nous présenter un petit peu plus en détail ce que vous avez fait avec Lily Skin, à quel point vous avez développé cette marque. Dans l'univers du e-commerce, des personnes qui travaillent en agence comme moi connaissent bien Lily Skin et on utilise souvent cette marque-là comme référence quand il s'agit d'aller faire les choses correctement, notamment en social ads. Aujourd'hui, vous êtes parti dans de nouvelles aventures. Ça va être notamment un des axes de notre échange d'aujourd'hui. Vous accompagnez les marques qui font plus ou moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires à scaler, à franchir des paliers de croissance, et vous allez nous partager les 6 leviers sur lesquels vous travaillez le plus souvent avec vos clients pour pouvoir franchir ces paliers de croissance. Mais avant ça, je vais vous laisser la parole et laisser vous présenter. Yes, écoute, merci beaucoup déjà Thomas de nous inviter sur cette vidéo, sur ton podcast. Donc moi je suis Chris, du coup, je suis le cofondateur du coup de la marque Lily Skin, donc avec Tim, comme on t'a dit, on est meilleurs potes d'enfance et voisins depuis qu'on est né. Et Lily Skin en quelques mots, donc en gros c'est une marque e-com où on vendait dans un premier temps des pads démaquillants réutilisables, donc des carrés en microfibre pour se démaquiller écologiquement et sainement, et qui fonctionne aussi qu'avec de l'eau. Nous on a un parcours de base complètement différent parce qu'on était DJ et musicien au tout départ de la première aventure qu'on a créée ensemble. Puis il y a eu le Covid, donc on s'est lancé un petit peu dans le dropshipping, on a fait un petit peu nos armes dans le dropshipping en termes de e-com. Et on a lancé Lily Skin, donc la marque, en octobre 2020. Et donc on a très rapidement eu une assez grosse croissance. Donc pour donner quelques key metrics, donc on a fait 1 million d'euros de CA la première année, 3 millions d'euros la deuxième et 10 millions la troisième et 10 millions la quatrième. Donc on a eu des paliers de CA assez intéressants et donc une croissance assez forte sur les 3 premières années. Et que sur le marché français, on n'a pas forcément exporté la marque sur d'autres marchés également. On pourra y revenir aussi. On a essayé, mais pour autant ça a pas vraiment fonctionné. Et donc on a revendu Lily Skin en mars 2025. Donc effectivement, ça fait un peu plus de 6 mois qu'on accompagne pas mal de marques, de belles marques et de plus petites aussi, à faire de la croissance en e-com, à aider les fondateurs à dépasser aussi un petit peu toutes les problématiques, tous les enjeux et toutes les questions qui peuvent se poser, parce qu'on était globalement dans leur basket pendant des années. Et comme tu l'as dit, voilà, Lily Skin ont été quand même reconnus pour être une des DNVB françaises avec une des meilleures stratégies de social ads, d'acquisition, de créa tout court.
Donc c'est notamment cette expertise-là et cette expérience-là qu'on met à profit aujourd'hui des fondateurs qu'on accompagne toutes les semaines. Pour donner quelques chiffres, tu vois, on avait à peu près 25 millions d'euros de générés en e-com parce qu'on n'avait pas que la marque Lily Skin, donc on a fait 25 millions de e-com avant de se lancer en consulting. On a dépensé plus de 6 millions sur Meta pour plus de 3000 vidéos publicitaires créées. Donc on a envoyé du lourd en termes de création. On a fait aussi un petit peu d'influence pour lancer la marque au début, avec 1 million de dépenses là-dessus aussi, mais voilà, le cœur de cible, c'était vraiment Meta. C'est ce qui nous a permis d'avoir le plus gros moteur de croissance et faire ces stratégies de croissance à 300% par an. C'était clairement l'acquisition Meta et les vidéos créatives qu'on faisait en interne. Ok, très bien. Je pense qu'on va utiliser justement l'expérience que vous avez eu avec Lily Skin pour rentrer dans le détail des 6 leviers dont on va parler à la suite de cet échange. Quelques questions avant de rentrer dans le vif du sujet. Au plus fort de Lily Skin, quand vous faisiez 3000 vidéos, quand vous faisiez 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une année, vous étiez que tous les deux, ou il y avait une équipe beaucoup plus grosse autour de vous? Non, on était plus nombreux, on était 2 cofondateurs et après on était au maximum on va dire en termes d'équipe, on était entre 12 et 14 en interne, donc employés, et après énormément de prestataires externes, que ce soit logistique, un petit peu à tous les niveaux, CRO, développement, etc. On était quand même entouré d'un paquet de prestataires, quoi. Ok. Et tout ce qui était gestion des ads, par contre, vous le faisiez en interne? Exactement. La création d'ads, on le faisait, on va dire, à 80-90% en interne. On renforçait un petit peu le volume créatif avec des agences sur des temps forts où nos propres équipes n'étaient pas en mesure de produire autant de volume que le niveau de dépense exigeait à ce moment-là. Exemple, Black Friday, on est en plein dedans là en ce moment, en termes de période. Et voilà. Et après, on a délégué aussi une grosse partie des choses où on n'était pas expert. Donc Amazon, logistique, CRO, développement, etc. On a essayé de s'entourer des meilleurs prestataires possibles pour arriver à faire tourner la boîte correctement, quoi. Trop bien, top. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Donc le sujet, pour le rappeler, c'est comment scaler une marque de 1 million d'euros de chiffre d'affaires à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous m'avez dit que vous aviez 6 leviers sur lesquels vous travaillez avec vos clients pour les accompagner dans ce chemin. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi le premier levier, la première zone de travail sur laquelle vous vous penchez? Alors déjà les 6 leviers, c'est on va dire assez généraliste. Quand on fait toujours un audit précis et personnalisé à chaque fois, et ça peut varier, mais c'est vrai qu'il y a la plupart du temps 6 leviers qui reviennent, et le premier levier qu'on voit de manière commune et qui est, on va dire, aussi très impactant, et pour nous on avait choisi de l'internaliser, c'est la créative stratégie et l'exécution. Et c'est pour ça que nous, puisque c'était le levier numéro 1, on avait décidé à l'époque, en comprenant ça très tôt, de l'internaliser entièrement, puisqu'on s'est dit c'est le cœur du réacteur, donc autant qu'il soit chez nous, internalisé, pour qu'on puisse avoir de la croissance avec. D'accord. Et justement, tu parlais tout à l'heure de faire que vous aviez fait 3000 créas. Comment on produit en interne 3000 créas? C'est quoi les méthodes? À partir de quel constat vous partez pour choisir quelle créa vous allez produire? C'est bonne question et question large à la fois. Déjà en termes de staff, pour donner un petit peu une idée aussi, donc bien sûr on a commencé tous les deux avec Tim, on a fait nos premières créas tout seuls. On a engagé quand même assez rapidement quand on a compris que ça marchait. Donc pour donner un petit peu comment ça s'est passé, c'est-à-dire qu'on a commencé la première année en influence, et puis on a réussi à faire 1 million d'euros de CA, pas forcément très rentable pour autant. Et après on a voulu attaquer les ads, ça marchait pas bien, on a failli même abandonner le projet au bout d'1 an et demi, parce qu'on se disait qu'on n'allait pas forcément arriver à scaler là où on voulait aller. Et on a Thomas du coup de l'agence Email Club qui a été, on était son premier client. Ouais. Il venait de se lancer à son compte. C'est lui qui faisait nos mails du coup en personne. Et il nous a dit les gars, il y a une créa de chez 900Care qui marche exceptionnellement bien en ce moment. Vous devriez la tester. Et donc c'était un style de reportage brut le média. Ouais. Et
En revenant de congé, on a écrit le script avec Tim, j'ai pris mon trépied, on est allé filmer cette créa brute et on est passé du coup de 40-50K euros de chiffre d'affaires par mois à le mois plus tard faire presque 300 000. Ok. Et c'est à ce moment-là, avec une créa sur laquelle on n'a pas été timide en termes de dépenses. Et donc du coup, c'est à partir de ce moment-là, on a compris, on s'est dit ok, si une créa comme ça peut complètement changer la trajectoire de notre business, bah, il faut que ce soit notre focus principal, quoi, et qu'on mette tous nos efforts dedans. Et donc du coup derrière, on a fait de plus en plus de créas. Au bout d'un moment, on s'est retrouvé limité vis-à-vis du nombre de créas qu'on pouvait sortir par rapport au volume de dépenses qu'on mettait sur Meta. Et donc du coup, on a commencé à recruter donc des scriptwriters, monteurs vidéo, et petit à petit, on a élargi l'équipe de cette manière-là. Donc en gros, à terme, on avait 4 scriptwriters qui faisaient aussi les tournages, donc des personnes qui écrivaient des scripts et allaient faire des tournages à l'iPhone pour nos créas. 4 monteurs vidéo, du coup à chaque fois un scriptwriter, un monteur vidéo pour monter les projets. Et nous qui étions un petit peu en créative stratégie, donc à analyser les datas, à regarder ce qui fonctionnait, à définir tous les projets, tous les ads qu'on allait lancer, sous quel angle, sous quel format, etc. Okay. En fonction des résultats et aussi de grosses veilles concurrentielles qu'on faisait très régulièrement. Et après, c'est que de l'exécution, entre guillemets, c'est-à-dire que après, une fois que t'as les idées, que t'as tout ça, que t'as l'équipe, tu produis, et c'est comme ça que t'arrives à plusieurs milliers de créas au fur et à mesure des années, quoi. À savoir aussi que il y a pas que du tournage, c'est-à-dire qu'on peut faire des nouvelles créas par du montage, et qu'à un moment donné, quand on a une énorme banque de données, de rush, etc., en faisant des mashups de rush existants, on peut aussi multiplier le volume. Donc c'est aussi, voilà, faut pas tout le temps penser 100% nouveau rush. On peut faire des nouvelles vidéos en faisant des durées différentes, en faisant des b-rolls différents, etc., ou des mashups. Donc il y a aussi, plus on a de vidéos, plus c'est plus simple de faire des vidéos. Et donc ça, c'est aussi important à prendre en compte aussi. Donc l'un de vos premiers conseils, finalement, c'est presque de remplir un Google Drive de différentes séquences vidéo, de rush, etc., pour ensuite pouvoir cuisiner ça de différentes manières et tout découper, redécouper pour produire tout un tas de publicités sans qu'à chaque fois on ait besoin de ressortir la caméra, de faire appel à des créateurs et donc de générer des coûts et du temps de production de cette matière brute. Bah alors, premier conseil, pas forcément. C'est-à-dire que moi, premier conseil, ça dépend à qui on s'adresse. C'est-à-dire que si on s'adresse à une marque qui est débutante, typiquement, je lui conseillerais plutôt d'aller essayer de faire des créas un peu comme nous, qui ont le potentiel globalement de tester la traction et de pouvoir changer quand même dans un premier temps la trajectoire de leur business. Au fur et à mesure, ils vont faire de plus en plus de créas. Et derrière, dans ce processus-là de faire beaucoup de créas, c'est d'avoir une bonne nomenclature, d'avoir des monteurs qui sont assez organisés pour arriver à mettre les rushs de côté, bien les nommer, etc. Pour derrière, du coup, avoir une banque de données et pouvoir, du coup, avoir la facilité de faire des formats différents, des remixes de banques de données et de rushs existants. Mais parce que juste faire des rushs pour faire des rushs, tu peux faire des rushs qui te serviront peut-être jamais à rien, sauf que nous, c'était que des rushs qui étaient déjà dans des créas existantes, avec des scripts déjà existants, avec des angles marketing très précis, ce qui faisait que ça nous permettait de les réutiliser dans certains cas. Donc voilà, c'est un bon conseil, mais juste je l'atténue un petit peu, je le nuance de cette manière-là, de pas juste se dire je vais prendre une journée, je vais filmer 100 trucs de mon produit, et après essayer d'avoir une idée comment faire une créa, mais plutôt de partir à l'inverse, d'avoir une idée, ou d'aller la chercher en termes de veille concurrentielle, et au bout d'un moment d'avoir tellement de rush, de se dire bah ok, celui-là je l'ai déjà tourné, donc je peux réutiliser celui que j'avais déjà, et réfléchir autour de ça. Le conseil numéro 1, puisque tu parlais du conseil numéro 1, c'est plutôt de développer une structure de copywriting robuste, quelque chose qui soit vraiment réfléchi et pas sorti de notre tête comme ça. C'est quelque chose un peu c'est un peu comme de la pâtisserie, c'est très précis, une ads quelque part. Ouais. Et du coup de savoir exactement pourquoi on a choisi ce mot-là, pas ce mot-là, de connaître parfaitement ses avatars, c'est tout ce travail-là qui va permettre une structure de copywriting important. Et voilà, ça plutôt dans les premiers conseils, ça va être de pouvoir connaître pas mal ses angles, savoir les mots utilisés. C'est plutôt dans les premiers conseils sur la création strat, c'est plutôt ça qu'on va donner que vraiment garder ses rushs. Ça c'est un petit bonbon, mais ça fait pas partie des top conseils quoi. Yes.
Yes, c'est effectivement, et c'est vrai que la créa, c'est un vaste sujet. Dans notre échange, on n'arrivera pas à sortir une recette miracle qui s'appliquera à tout le monde. Ça dépend déjà de la marque, de son produit, un e-commerce monoproduit qui s'adresse à une cible bien précise, à pas la même, on va dire, contrainte de création publicitaire qu'à e-commerce qui peut s'adresser ne serait-ce qu'à une cible relativement restreinte, mais dans laquelle on peut avoir des catégories d'âge différentes ou des problématiques qui varient un peu. Vous, j'imagine que c'était le cas avec Lily Skin. Vous deviez avoir dans votre cible, vous m'arrêtez si je me trompe, mais principalement des femmes. Mais peut-être que parmi ces femmes, vous aviez aussi bien des jeunes femmes, de jeunes adultes, des mamans, des personnes un petit peu plus âgées. Est-ce que déjà c'était le cas? Ouais, 100%. Et du coup, comment vous faisiez pour pouvoir vous adresser à l'ensemble de ces de ces personnes-là? Est-ce que vous identifiez est-ce que vous faisiez à chaque fois en sorte d'avoir des créas qui allaient matcher avec ces différentes cibles, ou est-ce que vous focalisiez en priorité vers la cible la plus porteuse pour vous? Tu es là-dessus? Évidemment, on avait identifié déjà chaque avatar très précisément et comment lui parler. Et après, chaque avatar n'est pas égal. Il y a évidemment, on les teste et on se dit ok, l'avatar maman, il réagit beaucoup mieux que l'avatar écologiste, etc. Donc ça, on a les avatars, on sait qui cibler. Après, une fois qu'on a testé les avatars, il y a les angles à tester. Et donc pareil, il y a des angles qui fonctionnaient mieux sur certains avatars que d'autres, etc. Donc tout ça, c'était aussi tracé. Et on dit souvent test and learn. C'est-à-dire qu'on une fois qu'on a tout identifié, on va tester avec ce qu'on pense pour le coup être le mieux. Et on va pouvoir dire, en fait, ok, cet argument, il marche moins bien que celui-ci, et on va affiner la demande. Donc oui, on avait essayé de clarifier tout ça pour ensuite arriver au bout de plusieurs vidéos à quelque chose de un peu plus théorisé, où on savait que cet argument fonctionnait bien dans cet ordre-là, avec ce mot-là pour tel avatar, et on arrivait à quelque chose de très précis. C'est quelque chose qui arrive pas du jour au lendemain, qui ne sort pas de notre tête, qui est assez un process assez long, assez compliqué qu'on a mis du temps à établir, mais pour le coup, une fois qu'on a bien processisé justement cette production d'ads, on arrive à savoir comment parler à la personne, avec quelle image et quel mot. Très bien. Tu as employé un terme que j'aimerais pouvoir bien cadrer et bien définir pour l'audience qui nous écoute. C'est le terme angle. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'angles et à quoi ça correspond exactement? Ouais, l'angle, en gros, c'est par l'angle, on va cibler une audience. L'angle, c'est comment on les cible en fait. Et comment on les cible, l'éclairage qu'on va donner sur notre produit pour pouvoir cibler la personne, donc l'audience. En gros, c'est la manière de comment on choisit de présenter le produit. Ça peut être on présente par le problème, ça peut être on présente par le produit lui-même. Ou on le présente par même le persona directement. Voilà, donc c'était des différentes façons de présenter le produit. C'est toujours le même produit, c'est toujours la même offre, mais par contre, c'est l'angle de vue. Donc c'est vraiment l'angle de vue est un angle. Enfin, donc l'angle de vue c'est très visuel. C'est ok, c'est le même produit, mais on va le présenter par le problème ou par le produit. Donc l'entrée qu'on va avoir des arguments et du speech qu'on va donner, la porte d'entrée, ça va être l'angle quelque part, si on peut le donner comme ça. Et plus l'angle est spécifique, plus il devient identifiable, quoi. On va pouvoir vraiment des fois être très précis dans un angle. Et là, par exemple, en ce moment, avec le Black Friday, c'est vrai que les angles sont assez réduits, puisque c'est beaucoup l'angle. On va prendre la photo, ok, on va prendre la photo, le produit par l'offre, par le ok, moins 60, etc. Mais après, il y a toujours des sous-angles possibles qui permettent de varier l'angle lui-même et qui va être alors le sous-angle ça va être l'économie d'argent, ou ça va être le manque de passer à côté de quelque chose, le FOMO, ou ça va être donc il y a toujours des possibilités dans un angle d'avoir des sous-angles pour encore diversifier le message et l'éclairage qu'on va apporter du produit, quoi. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, je me permets de rajouter, c'est que en fait
il faut comprendre qu'on est tous différents et que le marketing, c'est beaucoup de psychologie. Et le fait de travailler les angles, c'est de se dire que pour un même produit, il y a des personnes qui vont l'acheter pour une raison, et il y a des personnes qui vont l'acheter pour une autre raison. Et le but, c'est d'arriver à scaler un produit ou une marque en essayant d'adresser directement la raison la plus puissante pour que cette personne-là passe à l'action, aille sur le site et aille acheter. Donc, je te donne un exemple tout con qu'on donne tout le temps, nous, quand on parle d'angle, c'est, imaginons qu'on vende un café, pour que les gens comprennent bien. On peut le vendre du côté, ce café est meilleur que les autres. Donc là, on va avoir un angle vraiment goût, saveur, etc., etc. Et il y a des gens pour qui c'est ça qui va les faire acheter. Et on peut présenter le café sous l'angle, ce café donne plus d'énergie que les autres cafés. Il y a plus de caféine, par exemple. Et donc, ça va être une autre typologie de personnes qui va acheter le produit, complètement. Ils vont pas l'acheter parce qu'il est meilleur, ils vont l'acheter parce que ça va leur donner un plus gros boost d'énergie. Et globalement, travailler les angles, c'est ça. C'est-à-dire arriver à repérer les triggers les plus puissants vis-à-vis de notre produit, vis-à-vis de notre avatar, quel problème il rencontre, quels bénéfices on offre et tout ça, pour derrière venir adresser directement, parler à une poche d'audience précise, la tester, et si cette poche d'audience-là répond bien, on vient décliner et on vient scaler en sous-angle. Donc, c'est-à-dire que dans le café qui est plein d'énergie, imaginons, on va avoir peut-être un sous-angle qui est ça a plus d'énergie parce que tu n'as pas de crash d'énergie au bout de 2 heures. Et donc, du coup, on va taper un peu plus précisément sur l'angle, mais généralement, on essaye de les tester un peu plus macro pour après rentrer dedans de manière plus granulaire, quoi. Ok, très clair. Quand on imagine des angles, des sous-angles, on peut tout de suite arriver à une longue liste de créas à produire et donc de créas à tester. Vous parliez tout à l'heure de test and learn. Comment vous testiez toutes les créas que vous avez produites? Quels étaient les KPI que vous regardiez en priorité? Est-ce que c'était le ROAS ou est-ce que c'était plutôt le hook rate, le CTR, clic sortant? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment vous organisiez vos tests? Bah, ça dépend un petit peu. C'est-à-dire que, au début, pour être 100% honnête, on faisait ça de manière un peu bordélique, quand même. C'est-à-dire que on n'avait pas l'expérience qu'on a aujourd'hui et on ne dépensait pas les budgets qu'on a dépensés aussi sur la fin, ce qui nous demandait moins d'efforts, entre guillemets. Derrière, après, comment on s'est organisé? C'est-à-dire que déjà, on s'est entouré d'outils. Exemple Motion, il y a Data Ads qui existe, il y en a plein qui existent dans ce style-là, qui permet déjà d'avoir pas un business manager complètement froid et un peu illisible pour ceux qui ont du mal à fouiller dedans, et d'avoir déjà des datas plus visuelles, plus faciles à comprendre. Conseil aussi que en termes de process vis-à-vis de ça, c'est d'avoir une très bonne nomenclature d'ads. C'est-à-dire que si dans chaque ads que je lance, j'ai le nom du format, j'ai l'angle, j'ai le hook, j'ai tout, derrière, je peux mettre des tags, je peux venir faire des études, entre guillemets, des propres ads que j'ai lancés pour venir, si par exemple je suis en recherche de format winner, ben je vais la regarder, mes nomenclatures, pouvoir trier par format et me dire, ok, typiquement avec un outil comme Motion, de venir mettre des tags et de dire, ok, sur le format POV, quels sont mes résultats, et surtout, ces outils-là te permettent de comparer des formats versus des autres ou des angles versus des autres. Comparer des datas, des étiquettes, des tags qu'on poste sur les créas. Et donc, comme ça nous permettait déjà de choisir un petit peu notre mix en se disant, OK, quel format on va faire? Ben, on va aller sur Motion, on va regarder, OK, POV, on a eu tant de résultats. Micro-trottoir, je dis une bêtise, on va avoir tant de résultats. Et après, en termes de KPI, ça dépend, notamment maintenant avec Andromeda qui a quand même un petit peu rabattu les cartes aussi, c'est-à-dire que nous, notre main KPI, ça a toujours été le MER, donc en gros le ROAS global du shop. Donc combien j'investis en pub, tous canaux confondus, combien je récupère en vente sur mon site web, tous canaux confondus. Et c'est ça qui nous permettait vraiment de piloter via des outils, des tableaux de daily pacing, etc., etc. Et même quand tu fais du media buying, tu fonctionnes vraiment en hypothèse. Donc c'est-à-dire que parfois il y a des créas qui ont un très bon ROAS. Ok, je pousse le budget. Je regarde sur moi, je pousse réellement le budget pour vraiment avoir un résultat. Je vais voir mon MER le lendemain ou au bout de 3 jours de manière lissée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait plus de volume d'affaires mais j'ai gagné moins d'argent? J'ai été moins rentable? Oui ou non? Si la réponse est non, ben je vais aller dans le sens inverse, c'est-à-dire je vais redescendre la dépense. Si la réponse est oui, je continue à pousser. Donc ça c'est vraiment la main KPI. Et derrière, de manière quand même plus détaillée et plus fine, on avait vraiment une analyse de OK, on se base quand même beaucoup sur ROAS, coût d'acquisition, donc coût par achat, CAC. Mais quand même, quand on a une créa qui, par exemple, a un très très bon CTR, un très très bon hook rate,
envoyons du budget de la même manière que ça pour voir, ok, ça nous envoie beaucoup plus de clics que les autres. Est-ce que ça se transforme en vente, oui ou non? Quel est l'impact sur le MER? Quel est l'impact sur le chiffre d'affaires? Et même pour aller plus loin, quel est l'impact sur le taux d'opt-in de la base mail, le nombre de mails qu'on en base versus le résultat de nos segments et de nos campagnes? Et c'est comme ça globalement qu'on arrivait à piloter, parce que toi qui es dans l'acquisition, tu le sais très bien, le tracking est très difficile à appréhender. Tout le monde se tire un peu la couverture. Google va dire non, c'est moi qui ai fait la conversion, puis Meta il va dire non, c'est moi. Et donc du coup, t'es obligé de raisonner de manière assez globale et d'émettre des hypothèses et de faire un changement assez drastique pour voir si vraiment sur la totalité de ton shop, ça a un impact positif ou négatif. Et dans ce cas-là, tu fais l'hypothèse inverse et t'avances comme ça. Voilà, pour répondre globalement. Et t'arrives malgré tout à savoir parmi ces créas, dans le sens où t'as des résultats qui sont positifs, si c'est toutes ces créas ou une de ces créas qui t'apporte justement qui te drive vers le haut les performances, comment tu l'identifies ça? Généralement, c'est quand même un ensemble, mais comme je te disais, c'est-à-dire que tu sais déjà normalement à la base, quand tu fais une créa, tu dois savoir ce que t'attends d'elle. C'est-à-dire que si t'as fait une créa top of funnel de 2 minutes 30 où tu prends le gars qui était ultra froid et tu le descends jusqu'à temps qu'il soit ultra chaud, cette créa-là, normalement, t'attends de la rentabilité. T'attends du ROAS, t'attends un bon coût par achat, etc. Au minimum, un bon taux de clic. Tout ce qui est statique, c'est pareil. C'est beaucoup de retargeting. L'algo le sait, même si on a des campagnes qui sont pas de retargeting spécifiquement. C'est quasiment impossible de convaincre une personne juste en leur montrant une photo comme ça pour la première fois. Donc, là, on va beaucoup plus regarder le coût par achat et on sait très bien qu'on pourra pas monter les budgets de manière éternelle là-dessus parce que globalement, c'est les pubs qui viennent récupérer la conversion d'autres publicités qui ont éduqué les gens et qui les ont chauffés au préalable. Et il y a des créas qui sont un peu intermédiaires où là, ça dépend. C'est-à-dire que est-ce que j'essaie de contrer des objections? Dans ce cas-là, je vais vraiment regarder le coût par achat, le ROS, etc. Ou est-ce que j'ai essayé de éveiller du désir, éveiller de la curiosité, essayer de driver du trafic au maximum? Et dans ce cas-là, même si elle me rapporte pas beaucoup d'argent, je vais être tendance à la laisser courir un plus gros temps, à même augmenter les budgets. Du moment aussi où je vois que les ROAS des publicités qui sont censées, elles, récupérer la conversion, se maintiennent ou s'améliorent. Voilà. Très bien. Top. Bon, je pense qu'on a fait un bon premier tour sur le premier levier qui était centré sur la créa. Déjà, merci beaucoup les gars pour nous partager avec autant de précision et autant d'expertise vos retours à ce sujet-là. Donc une fois que vous avez commencé à aborder le levier de la créa avec vos clients, quelle est l'autre zone de travail sur laquelle vous travaillez justement avec eux? Donc en levier 2, c'est plutôt ce qui est, on va dire, stratégie marketing et psychologique. Ouais. Et là, on va dire souvent, c'est le gros travail d'avatar qui est plus ou moins bien fait dans les sociétés, dans les marques, et qui est quelque part un petit peu le ciment du marketing de la boîte derrière. Et quand je dis marketing, c'est aussi bien les ads, mais c'est aussi bien le site, les mails, en fait tous les touchpoints qui peut avoir la marque avec le client ou le prospect. C'est ce travail d'avatar qui est un petit peu fastidieux, un petit peu chiant à faire, on va pas se cacher, qui peut être un petit peu bâclé pour cette raison par pas mal de fondateurs ou de responsables de marque qu'on a en face, parce que c'est pas un travail intéressant quelque part, c'est un travail fastidieux. Okay. Et encore une fois, je répète, un peu chiant, qui fait qu'on voit souvent quelque chose qui dit ok, je l'ai fait il y a 3 ans, c'est vrai, je l'ai pas mis à jour, ou alors c'est vrai, je l'ai fait mais un petit peu vite, etc. Donc il y a toujours un petit peu quelque chose qui reste à approfondir sur ce sujet-là dans nos consultings qu'on voit. Et on s'est rendu compte que nous, vraiment, ce travail étant la base de tout, il va pouvoir vraiment se permettre de choisir, comme je disais tout à l'heure dans l'ADS, par exemple, les mots qu'on va employer, pareil sur le site et pareil en email, mais aussi les bénéfices émotionnels qu'on va mettre en avant, comme je disais tout à l'heure par rapport à chaque personne. Quand on fait une ads, on savait quel mot dire, quel argument dire, etc. C'est la base, c'est l'avatar qui va nous dire ok, pour parler à telle personne, elle a tel besoin, tel bénéfice émotionnel qui va pouvoir marcher chez elle. Donc c'est des choses qui sont importantes à mettre en place. C'est aussi de réfléchir sur cette réflexion émotionnelle et non pas juste centrer sur le produit. Beaucoup de personnes ont tendance à se centrer sur le produit avec
produit, bénéfice produit et parler du produit, et pas assez parler des émotions, pas assez parler du persona de la personne en face. Et ça arrive très souvent que les gens, n'importe qui, crée une ads, et en fait, au bout d'un moment, je pose la question, mais en fait, à qui tu parles, qui semble être une question assez simple, et en fait, la réponse n'est pas toujours simple. Alors que ça devrait être une réponse évidente, on écrit pour parler à telle personne. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui semble enfantin, qui semble très basique, mais qui est souvent négligé. Et donc, c'est quelque chose sur lequel nous, on avait un focus tout particulier. Et qui demande un process assez rigoureux, d'aller chercher beaucoup de data. Ça, voilà, vraiment le tips que je peux conseiller, c'est, nous, on a un process vraiment très cadré, tu vois, on a une manière d'aller chercher la data, à certains endroits sur aller chercher tout ça, mais c'est important d'envoyer des sondages, typiquement si on a une base email, de poser les bonnes questions, des questions ouvertes pour avoir les verbatims, pour vraiment comprendre les personnes au maximum et pas venir aiguiller un petit peu dans le sens limite qu'on voudrait et qu'on aimerait sur ce qu'on a défini au préalable, et d'aller voir les commentaires Amazon, les forums Reddit. Ça, c'est une mine d'or parce que globalement, les gens, ils nous disent déjà tout en ligne. On a la chance maintenant d'être une époque où tout le monde parle sur n'importe quel sujet. Et tu vois, tout à l'heure, j'ai eu un call avec Grégoire, du coup, un gars que j'accompagne. C'était mon premier call avec lui, du coup, que j'ai commencé aujourd'hui, qui vend un produit pour en gros, pour teindre les cheveux. Donc, si t'as des cheveux blancs, ça te permet, avec une simple crème, en gros, de venir avoir une couleur naturelle. Et on allait voir sur Reddit, on a juste tapé cheveux gris, enfin, grey hair. Et putain, on est tombé sur des forums avec 600 personnes qui disaient j'ai 30 ans, comment gérer mes premiers cheveux blancs. Bah ça, c'est une mine d'or pour savoir quels problèmes se posent les gens, comment ils se sentent, quels mots ils utilisent, quelles solutions alternatives ils ont déjà testées ou pas testées, quelle peur ils ont vis-à-vis des solutions. Et ça, c'est le ciment comme a dit Tim, de tout ce que tu vas faire derrière, à la fois vraiment des choses que tu vas mettre en copywriting sur ton site, mais également des angles que tu vas choisir, des avatars que tu vas cibler, des formats même que tu peux faire. Et donc souvent, c'est quand même un des premiers trucs par lesquels on commence, quand on voit que ça n'a pas été réellement bien fait, pour avoir vraiment une vraie base de discussion et se dire ok, maintenant on va formuler des hypothèses, mais qui sont pas centrées sur ok, on s'est mouillé le doigt, on a regardé, il y avait du vent à droite, à gauche, ok, on va dans ce sens-là. Non, on a pris des datas, on a récolté des milliers d'avis ou des milliers de commentaires, des milliers de questions. Et ça nous permet du coup d'avoir une vraie base qui est concrète et qui est pas juste théorique, qui tient pas du feeling. Voilà. Et ça, je pense que peu de marques le font parce que c'est relou. Mais je conseille à tout le monde de le faire, même si vous n'avez pas le process, de se dire au maximum, avec un maximum d'infos, forcément, j'aurai un maximum de learning, quoi. Non, effectivement, c'est un conseil qu'on entend trop peu, de se pencher sur ces avatars. En tout cas, comme vous le faites, moi. J'imagine tout de suite la fameuse slide. Il y en a souvent 2-3 qui s'enchaînent où on donne un prénom et quelques bullet points sur l'avatar, mais finalement il faut aller beaucoup plus loin que ça. Merci beaucoup pour l'exemple. Chez Lily Skin, vous aviez un avatar principal que vous ponciez au max, ou vous en aviez identifié plusieurs sur lesquels vous travaillez en profondeur à chaque fois? On avait poncé le premier qui était vraiment l'avatar écologique. C'est-à-dire la personne, 40 ans à peu près, qui veut bien consommer, qui veut être fière d'elle, qui veut, donc tu vois, on parle vraiment d'émotion, qui veut pouvoir, entre guillemets, se mettre en avant devant ses amis ou ses copines ou sa famille en disant, j'utilise tel truc au lieu de polluer, etc. Donc lui, on l'a poncé, comme t'as dit. Et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que tu capes, que tu plafonnes. Et derrière, on a découvert plein d'autres angles et d'autres avatars pour lesquels nos produits étaient pertinents. Donc par exemple, l'économie d'argent, parce que c'est réutilisable, du coup tu vas faire des économies. Le côté peau, skincare, donc parce que tu utilises avec de l'eau, parce qu'il n'y a pas de produits chimiques, tu vas pas mettre n'importe quoi sur ton visage, donc ça va notamment améliorer ton acné. Ou si t'as du psoriasis, ça sera un peu plus sain, un peu plus doux. Il y a le côté agréable, il y a le côté rapide. Enfin tu vois, il y avait plein de main angles qui correspondent le plus souvent à des demandes et à des désirs de l'avatar qu'on avait ciblés. Et parfois, tu as des créas où tu tapes que sur un seul truc et c'est tout. Et parfois, tu as des créas, typiquement on parlait des top of funnel où tu as 3 minutes pour venir vraiment quasiment tout dire. Et là, tu peux prendre les trucs les uns après les autres. On faisait beaucoup ça, notamment dans les reportages bruts. On disait voilà, niveau efficacité, c'est mieux. Niveau prix, c'est mieux. Niveau douceur, c'est mieux. Et au final, dans une créa qui est assez longue, si elle est bien faite, elle est bien structurée, elle est très dynamique, ça permet de parler un petit peu à tout le monde, et après, qui veut se reconnaîtra à l'intérieur. Et derrière, si tu as des bons sondages post-achat,
tu définis aussi lesquels sont les plus importants, lesquels sont majoritaires et sur lesquels tu devrais un petit peu plus pousser parce que ils sont minoritaires, mais tu sens qu'il y a une grosse traction. Très bien. Je rebondis sur ce que tu viens de dire sur les sondages post-achat. Je m'écarte un peu du sujet Avatar. Pour échanger quotidiennement avec des marques e-commerce, j'ai l'impression que la plupart n'ont pas encore de sondage post-achat. Pour vous, c'est quoi ? C'est un no-brainer ? Il faut en avoir un ou Ouais. Ça coûte rien, c'est de l'offre gratuite, c'est vraiment dommage de passer à côté en fait. Ouais. Et après, il y a beaucoup aussi de marques qui l'ont, mais qui l'utilisent jamais. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Et pareil, ah ouais, on en a un, mais ça fait 2 ans, on n'a pas été le voir. Bon bah, c'est pareil, voilà. C'est équivaut à ne pas l'avoir du coup, presque. Mais du coup, voilà, c'est vrai que cette mine d'or d'informations, en fait, on peut se creuser le crâne ou essayer d'avoir plein de choses qui sortent de notre tête. Quand le marché peut nous le donner, bah autant venir le récupérer du marché, ça sera toujours beaucoup plus évident. C'est-à-dire que nous, on avait une phrase, on n'avait pas d'ego, où on disait en fait, c'est le marché qui a toujours raison. C'est aussi bête que ça. Mais voilà, on avait beau des fois réfléchir et faire une ads super bien léchée, on était sûr qu'elle allait marcher, elle fonctionnait pas. À l'inverse, une ads pour laquelle on avait peu d'estime, qui pouvait bien marcher, parce que voilà, notre avis, il est basé par nos goûts, il est basé par notre expérience, tout ça. Ça, le marché, on s'en fout totalement. Ce qui compte, c'est ce que veut le marché. Et quand on a l'occasion de le récupérer là, autant le prendre. Ouais, clairement. Et on parlait tout à l'heure des problèmes d'attribution. Une chose qu'on peut recommander de faire, c'est de calculer finalement un CAC déclaratif et de pouvoir se baser sur une question simple à poser à la fin d'une commande. Comment vous nous avez connus ? Est-ce que c'était via clairement. YouTube, Google, Facebook, Instagram, du bouche à oreille ? Et effectivement, ça permet ensuite de savoir où est-ce qu'on doit faire couler son budget, son focus et ses efforts. Exactement, et souvent c'est une bonne question, ce qu'on appelle icebreaker, de demander ce genre de choses-là, même si on demande des choses plus compliquées derrière, parce que c'est simple à répondre. La personne, elle vient de commander, elle connaît exactement la réponse, ou comme commencer par quel âge avez-vous, ou quel sexe, tu vois, quel sexe et quel âge, parce qu'il y a une espèce, dans le sondage de théorie d'engagement, si tu as commencé à répondre à une question, généralement tu as plus de chances d'arriver au bout, donc de poser une question simple comme ça, c'est très bien pour commencer. Très bien. Top. Puisqu'on est parti sur le site internet, ça nous fait une bonne transition pour parler du troisième levier. Ouais. Vas-y, je t'en prie, Timmy. Désolé. Non, mais ça, c'est le troisième levier, c'est le site évidemment et la stratégie d'offre qui est liée. Là-dessus, ça dépend encore une fois des tailles de boîtes qu'on accompagne, mais nous, on n'est pas une agence de CRO, donc on n'est pas 100% professionnel dans ce domaine-là. Par contre, c'est sûr qu'il y a beaucoup de best practices qu'on remarque qui sont pas forcément bien mises en place dans les marques qu'on accompagne, et c'est souvent évidemment un énorme vecteur de croissance tout de même, parce que c'est là où on redirige tout le flux des ads. Donc le premier gros levier, c'est les ads. Si derrière le deuxième, le site n'est pas cohérent, ça fonctionnera pas. Donc déjà, il y a quelque part une question d'harmonisation du messaging et de l'offre, etc. Que ce qui est montré dans l'ads soit sur le site et inversement, avec les mots, etc. Ça, c'est une des premières erreurs qu'on voit, étonnamment, puisque ça a l'air d'être bête, dit comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, on va vendre un pack et on va puber sur un seul produit du pack, et après on arrive sur une page de pack et il y a un manque de cohérence. Ou alors on va pouvoir avoir un message très avec du vouvoiement, etc. Et on arrive sur le site, c'est que du tutoiement, enfin un manque d'harmonie qui fait que des fois ça pêche un peu dans la conversion. Donc ça, c'est des choses qui sont très liées aussi à l'avatar. Tout à l'heure, ce qu'on disait, la façon de parler. Bon voilà, d'avoir une uniformité à la fois dans les mails, dans le site et dans le ads, c'est important. Donc ça, c'est un premier point qu'on voit, une erreur que je te donne comme ça. Après, il y a aussi le classique, l'effet d'avoir des bundles sur la page produit. Ça, c'est, je pense, revu, mais pour autant, c'est pas toujours fait, ou alors pas toujours très bien fait. Ça peut être fait pour dire je l'ai fait, mais pas assez bien mis en avant ou pas assez réfléchi quelque part. Donc c'est quelque chose que ça. Évidemment, si vous l'avez pas, il faut un bundle sur votre page produit. Et après, évidemment, ça se teste, ça se challenge, et c'est comme l'offre plus globalement. Qui se teste et qui se challenge, et ça c'est pareil.
c'est quelque chose. Quand je dis l'offre, c'est pas d'ailleurs que le prix. Le prix fait partie de l'offre, hein. Mais ça va être livraison payante, livraison offerte, pack, non et pas pack, sans pack, etc. Cross-sell, upsell, tout va se tester pour avoir la meilleure perf et la meilleure AOV voire LTV possible. Donc voilà, sur le site, c'est généralement ces points qu'on va un petit peu challenger, un petit peu remarquer en sous-potentiel, parce que voilà, encore une fois, pour conclure, tout le volume qu'on va arriver en termes de visites à envoyer sur le site, si derrière le site manque de cohérence ou de pertinence, ça sera de l'effort un petit peu jeté en l'air, quoi. Ouais, c'est clair. Déjà, c'est toujours assez frustrant de voir les taux de conversion en e-commerce, même les beaux taux de conversion à 3 à 4%. Ça veut tout de même dire qu'on a 96% des personnes qui sont venus sur le site et qui n'ont pas acheté. Donc c'est énorme, hein, si on compare à une boulangerie où on a des taux de conversion de 99%. Le taux de déperdition, il est vraiment énorme, et il y a toujours mieux à faire en termes de conversion sur un e-shop. Vous, est-ce que vous avez des standards? J'imagine que ça va être une question à laquelle ça va être difficile d'apporter une réponse, mais des standards, des niveaux de taux de conversion qui vous semblent être des minima en fonction de différentes industries ou de différents paniers moyens? Comme tu l'as dit, ça dépend beaucoup quand même de ton panier moyen, de ta LTV aussi. C'est-à-dire que si tu convertis peu de personnes, mais qu'en fait ces personnes-là, elles vont rester pendant 12 mois et qu'elles vont acheter tes produits, ça s'entend. Effectivement, quand on vend du produit high ticket, donc au-dessus de 100, 200, 300, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, c'est obligatoire qu'on a des taux de conversion qui sont plus faibles. Par contre, quand la personne convertit, entre guillemets, on gagne plus d'argent. Nous, sur des NVB un petit peu comme nous, avec des paniers moyens entre 40 et 60, 80 euros, c'est bien d'être aux alentours déjà des 3%. C'est déjà très bien. Sur des produits qui sont un peu plus chers, par exemple autour de 100, 130 euros, d'arriver à être à 2,5, c'est aussi très bien. Donc voilà, après et souvent l'offre joue énormément sur le taux de conversion, et c'est ça qu'on essaie de dire, c'est que parfois tu te dis je vais vendre à tel prix parce que du coup je vais gagner tant de marge, et donc j'ai besoin d'un ROS break-even très faible. Et tu te rends compte qu'en fait, en vendant à un prix qui est plus bas, ou en tout cas un prix où tu as moins de marge mais tu as plus de valeur perçue, ça va te permettre de convertir beaucoup plus de personnes, où tu auras moins de marge, mais en fait dans le volume, c'est là que tu gagneras plus d'argent. Donc il y a aussi cette question-là très très importante de volume, à se poser la question et de se dire, nous on a des outils aussi pour calculer ça, j'avais fait un posting là-dessus il y a pas longtemps, pour se dire, ok, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse 100 000 euros de CA à 3 de ROAS, ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse 400 000 euros de CA à 2,3 d'ROAS? Et ça se calcule, du coup, et ça influe sur toute la perf. Et du coup, se dire, si la deuxième question, enfin, la deuxième hypothèse, c'est celle qu'on veut choisir parce qu'on gagne plus d'argent à la fin. Ok, comment je peux construire une offre qui absorbe autant de conversions, en fait? Et donc, du coup, peut-être qu'il y aura moins de marge, peut-être qu'il y aura une valeur perçue plus élevée. Je conseille énormément de jouer avec les accessoires, c'est-à-dire faire des packs avec des accessoires qui coûtent pas très cher, parce que ça permet d'augmenter la valeur perçue sans pour autant venir donner 20, 30, 40% pour que l'offre soit irrésistible. Donc ça, c'est une bonne manière de faire. Et puis après, comme a dit Tim, de les challenger. C'est-à-dire qu'une offre, même une offre qui marche très très bien aujourd'hui, peut moins fonctionner dans 6 mois. Et nous, ça nous est arrivé de lancer exactement les mêmes publicités avec une offre et avec une deuxième offre, en faisant vraiment de la B-test d'offres, et d'avoir une publicité winner d'un côté et une publicité qui marche pas de l'autre. Et le facteur, c'était l'offre. Donc vraiment un point important à challenger. Et voilà, et comme disait Tim, on parle pas de prix. Pour moi, l'offre, c'est vraiment de la valeur perçue. C'est-à-dire comment je peux faire en sorte qu'elle soit irrésistible en termes de valeur perçue. Donc, est-ce que je rajoute des produits? Est-ce que j'offre un service, une garantie, un suivi, n'importe quoi qui va augmenter la valeur perçue sans forcément augmenter les coûts? Ouais. Donc voilà. Ouais, clairement. Il faut pas oublier qu'en plus, en e-commerce, c'est très facile de comparer avec un concurrent. On ouvre un nouvel onglet et puis on peut voir ce que propose le concurrent direct. Et forcément, s'il a une meilleure offre, en tout cas une meilleure valeur perçue que nous, limite, on a peut-être fait de la pub pour lui. Donc, je pense que c'est un challenge de tous les jours de s'assurer qu'on puisse faire de l'e-commerce en ayant confiance en son offre et en étant à l'aise avec le fait qu'elle est là ou l'une des meilleures sur le marché. C'est clair, 100% ligne. Très bien. On passe au levier 4. Allez. Ouais,
le billet 4 est tout aussi important, et en tout cas il l'était pour nous. C'est entre guillemets la gestion des temps forts et de la rétention client. Gestion des temps forts, les gens vont directement penser Black Friday, soldes. Oui, mais pas que. Pour nous, ça a aussi été pas mal une stratégie de lancement de produits qui était très liée à notre typologie de brand, où on a décidé de faire des sorties produits tous les mois. Alors pas forcément des grosses sorties de produits, mais des sorties de produits très régulières pour alimenter notre ads et notre site. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on voit très peu d'impact aujourd'hui dans les marques qu'on accompagne dans l'historique. C'est-à-dire que généralement ils sortent des produits sans réelle stratégie, sans réel en termes de, je parle d'événements sur le site ou d'événements marketing. Ils ont une stratégie de développement produit sûrement, ça c'est toujours le cas, mais en termes d'action marketing mis autour, c'est souvent un petit peu fait ou pas fait d'ailleurs, mais un petit peu rapidement. Et c'est vrai que nous, pour le coup, on avait mis en place une vraie sauce multicanale avec plein d'actions, plein de choses complémentaires qui viennent faire une offre complète et une action complète sur ce temps fort-là, qui va être basé avec de la chauffade par mail, avec des influenceurs, avec du meta ads. Là, c'était pour le coup multicanal, c'était pas que meta ads, même si encore une fois c'était le cœur du réacteur toujours, mais c'est vrai que là c'était un peu plus 360 comme stratégie, et à ce moment-là c'est vrai que pour le coup on avait même pu atteindre 400 000 euros, 460 000 euros sur une journée de lancement, avec le plus gros lancement qu'on avait fait, qui était le lancement des thés d'oreiller en soi. Et donc ça c'est voilà, c'était le plus gros lancement qu'on avait pu faire. Et c'est vrai que ça, on essaye dans les consultings qu'on fait d'inculquer et de transférer un petit peu ce savoir, cette secret sauce qu'on essaye de donner à nos consultings, pour leur dire voilà, là il y a un lancement de produit qui est prévu, franchement essaye de faire cette méthodologie là, parce que nous ça a déjà porté ses fruits, et ça serait dommage de s'en passer parce qu'on n'y croit pas assez au moment où on veut le faire. Très bien. Ouais, une qualité en e-commerce, c'est d'avoir toujours de l'actualité, et si on n'en a pas, de donner du rythme. Je trouve qu'il y a beaucoup de marques qui se contentent des soldes en janvier et en juin, du Black Friday, de Noël, et puis de temps en temps de la fête des mères ou de la fête des pères. Mais finalement, être toujours dans une traction d'enchaîner une actualité avec une autre, de ralentir pour accélérer ensuite, et être le pilote et de cadencer toute son actualité, ça semble être une qualité indispensable pour pouvoir atteindre ces leviers de chiffre d'affaires. Clairement, tu peux pas, comme on le disait, tu en en parlais aussi avec un autre client l'autre fois, c'est que tu peux pas faire x3 tous les ans si tu maximises pas les pics de revenus en e-com. C'est pas une ligne droite qui monte comme ça petit à petit comme tout le monde l'imagine. Ouais. C'est vraiment une moyenne de pics qui fait que c'est ces pics-là, plus ils montent et plus tu montes en fait ta moyenne. Donc c'est essentiel d'arriver à gérer ces sorties-là. Et ces sorties-là, comme disait Tim, elles sont vraiment à multiniveau. Donc il faut arriver à être assez bon, être assez bien structuré, être très méthodique dans OK, je vais soigner au niveau des mails, je vais soigner au niveau du site, je vais soigner au niveau des ads. Et c'est le mélange de tout ça qui fait qu'on arrive à faire des très gros chiffres. Et nous, c'est typiquement des mentors et des agences de croissance qui nous ont aidés à connaître ces stratégies-là. Parce que quand tu les connais pas, ou tu peux un petit peu les copier sur les autres, mais tu sais pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur et quels sont les facteurs qui fait que ça fonctionne vraiment. Et voilà, donc j'encourage tout le monde vraiment à se renseigner, à se former là-dessus, parce que normalement une sortie produit, notamment si on a un peu un hero product, donc un produit qui a les épaules de venir supporter un gros volume de CA, si on le lance pas bien, c'est de l'argent laissé sur la table, et c'est vraiment dommage parce qu'il y a qu'un seul lancement. Une fois que le produit est lancé quoi. On peut pas refaire un lancement dans 6 mois, donc c'est important de maximiser le momentum à ce moment-là, quoi. Très bien. Et encore une fois, ça va être une question, ça va être difficile de mettre un chiffre qui va convenir à toutes les marques, mais à peu près à quelle cadence, ou quelle fréquence plutôt, vous estimez qu'il faut avoir une actualité sur laquelle miser en e-commerce? Autrement dit, combien de pics par an, par mois ou par semaine?
ça va dépendre de l'identité de chaque marque aussi. Ça va dépendre. Nous, on était une marque assez promophile, on faisait beaucoup de promos, donc on devait beaucoup faire d'actualité, donc on faisait des anniversaires de la marque, donc tous les événements étaient bons à prendre. Mais après, voilà, ça va dépendre de la marque. Clairement, on a des marques qui se disent, ok, moi, je fais énormément de retail, je peux pas faire de la promo sur le site, donc ça limite l'actualité, etc. Donc c'est vraiment la typologie de la marque va beaucoup varier sur l'actualité qu'elle peut donner en termes d'événements marketing. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on fait un événement marketing, c'est pour généralement pouvoir faire une offre et pouvoir générer de la vente. Et si on dit voilà, faire simplement, ça peut être du branding, hein, de dire voilà, on met les couleurs pour les French Days, après pour la fête des mères, après il y a le calendrier marketing, il est très 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 dense. On peut faire de l'actualité tous les jours. C'est juste qu'est-ce qu'on fait de cette actualité là. Est-ce que c'est simplement pour se donner un côté ok, on est à la page machin, mais il y a rien derrière, et dans ce cas-là il y aura assez peu d'impact sur l'événement marketing. Donc entre guillemets, si on veut vraiment donner un impact à l'événement marketing, le faire toutes les 2 semaines c'est inutile. Ça va être plutôt de choisir ces moments. Donc les moments qui sont imposés et évidents, les soldes et le Black Friday. Et souvent, on va recommander de faire par exemple un anniversaire de la marque qui va permettre de choisir un moment opportun où les CPM par exemple doivent être plus bas, où c'est un moment creux pour la marque parce qu'il n'y a pas de saisonnalité. Admettons, hop, on va venir créer l'événement avec l'anniversaire de la marque. Donc voilà, ça va être l'événement qu'on peut recommander en plus. Mais on va pas recommander de faire un événement marketing important tous les mois, par exemple. Ça va user l'audience, ça va user la marque elle-même. Donc voilà, c'est avec parcimonie, avec toujours une raison réfléchie de pourquoi, mais pas le faire non plus toutes les 2 semaines. Ça, c'est sûr que c'est contre-productif. Yes. On a un client dans le prêt à porter où c'est clairement son e-commerce a changé le jour où il a pris une décision assez simple. Il sortait 4 collections par an. Il a décidé de, plutôt que sortir 4 collections relativement larges avec plein de pièces à l'intérieur, où à chaque fois une collection sur 30 pièces, il y en avait 4-5 qui prenaient le devant de la scène et qui éclipsaient les 25 autres. Il a décidé plutôt que de sortir 4 collections par an, de les couper en 2 et de faire 8 capsules par an. Du coup, on se retrouvait avec de l'actualité non pas une fois par trimestre, mais une fois toutes les 6 semaines. Et ça nous permettait de toujours avoir quelque chose à raconter, d'avoir moins de produits sur lesquels se focus pour pouvoir plus facilement écouler les stocks et d'être dans cette cadence, sans jamais faire de promo, etc. parce que la marque n'était pas alignée avec ça. Il y a beaucoup de marques qui font ça en ce moment, des marques d'habits notamment, mais cette espèce de drop mensuel où vraiment tu vas vendre pendant 3-4 jours, puis tu coupes tout et tu relances le mois d'après. Et ça joue sur un biais vraiment de FOMO, donc d'avoir la peur de manquer le prochain lancement, qui fait que ça marche extrêmement bien. Donc je te rejoins là-dessus, effectivement. Dans ce cadre-là, tu peux faire un événement tous les mois, si tu fais un drop tous les mois et que tu lâches des nouveaux produits et voilà, mais en tout cas, ça m'étonne pas et c'est une très bonne idée. Bravo. Je sais pas si c'est toi ou le fondateur qui l'a eu, mais non, c'était pas moi. Très, très, très bonne idée et je pense qu'il doit être content d'avoir trouvé ça. Très bien. Le levier numéro 5, c'est lequel? On est très numéroté, mais c'est en vrai, il y a pas de numéro, etc. Enfin, voilà, c'est encore une fois, c'est simplement un exemple. Voilà. Le levier data process, c'est un levier aussi assez important. C'est-à-dire que, pareil, on peut être des fois assez surpris par le manque de décisions prises par la data au sein de e-com. C'est vrai que le flair du fondateur est important là-dessus. On en a tous on a tous une vision humaine et une vision de notre propre marque et chacun drive sa marque comme il l'entend. Ça là-dessus c'est clair. Mais pour autant, il y a des décisions des fois qui s'imposent par de la data et notamment dans l'ADS et notamment dans la croissance, etc. C'est des décisions qui doivent être principalement drivé par la data, et du coup, qui dit drivé par la data, dit obligation de process, de structuration, d'outils et de bons plugins qui permet d'avoir une data fiable. Et ça, voilà, c'est aussi important. On remarque que pas mal de chefs d'entreprise peuvent piloter un petit peu à vue,
et pas avoir de la data fiable et de la data qui sache lire derrière les bons KPI, etc. Donc c'est vrai que ça c'est aussi quelque chose qui a pu me surprendre, et nous sur lequel on a mis du temps quand on était chez Udeskin à mettre tout en place, parce qu'on a eu une croissance tellement rapide que au bout d'un moment nos process et nos outils ils ont dû aussi suivre des fois un peu trop tard, mais on a mis du temps à les mettre en place, mais c'était pourtant très important. Et de bien savoir lire la data et de bien savoir la mesurer, ça permet d'éviter des erreurs comme on disait tout à l'heure, l'erreur classique de confondre chiffre d'affaires avec bénéfice. Ça c'est pour prendre vraiment l'erreur typiquement obvious de dire cette année on va faire 2 fois plus de chiffre d'affaires, super. Sauf que si t'as explosé tes coûts et puis n'importe quoi, en fait t'es pas rentable, et donc du coup tu sais que dans 6 mois t'es mort. Donc voilà. Donc c'est vrai que cette logique là, elle est très aussi personnelle en fonction des sociétés, parce que ça va dépendre de s'ils ont fait des levées de fonds, s'ils sont dans un groupe, etc. Donc il y a plein d'éléments qui peuvent changer aussi les outils ou les sujets qu'ils ont. Mais en tout cas, le principe d'être toujours data driven et d'avoir une confiance dans la data, ça devrait être le cas pour tout le monde, et ça l'est que trop peu. Faux. Et est-ce que vous avez des outils à recommander pour récupérer cette data? Est-ce que vous êtes plutôt team Google Sheet et qu'on automatise, qu'on remplit un peu à la main? Ouais, on est quand même pas mal Google Sheet, je vais pas te mentir. Ouais. Après voilà, au fur et à mesure du temps, on s'est construit nos propres tableaux, nos propres ressources. Donc ça, voilà, souvent c'est des trucs que les marques qu'on accompagne ils aiment bien, parce qu'ils se disent putain, comment je calcule mes offres, mes prix, machin, ou comment je gère, mon daily pacing, au lieu de, on leur envoie direct le template, ils ont plus qu'à le remplir, donc ça c'est assez agréable. Mais nous on a mis du temps. Et qui dit Google Sheet dit pas forcément à l'ancienne, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on a payé quelqu'un qui nous a automatisé les Google Sheets. Ouais. Voilà. Donc c'est gestion de stock, quoi. Gestion de stock, c'est aussi quelque chose en termes de data à prévoir et tout. Quand tu commences à faire 10 millions d'euros de CA et que tu as une stratégie basée comme nous sur l'acquisition, donc c'est-à-dire qu'un mois sur 2, on peut faire x2 en fait, sans le savoir et sans l'avoir prévu forcément, parce qu'on a une ads qui a ultra bien marché, donc on envoie tout le budget là-dessus. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est retrouvé limité avec nos Google Sheets manuels, où là, on a appelé un gars, donc Nicolas, qui est vraiment un génie pour le coup, et qui nous a mis en place plein de tableaux automatisés, linkés, où ça va scraper la donnée un peu de partout, et ce qui nous permet de gagner du temps et d'être plus précis, quoi. Mais je le conseille pas à une marque qui débute ou c'est pas utile non plus, c'est, voilà. Ouais. Donc, c'est Nicolas, comment, avec lequel vous avez travaillé? C'est Nicolas, je crois que ça s'appelle Nicolas Henry Paté, je crois que c'est ça. Je pose la question parce qu'il est intervenu dans un épisode. Ah ben oui, on en avait discuté, voilà. Ouais, on en avait discuté, mais effectivement, il est très très fort. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, allez écouter l'épisode très focus sur la finance en e-commerce. Il explique effectivement à quel point on oublie certains KPI, on peut se laisser emporter par un ROAS intra-plateforme, mais à la fin, c'est les chiffres qui existaient avant les ads managers qui sont toujours les plus importants. La marge brute, le BFR, etc. Et il faut savoir les piloter derrière pour pouvoir gérer son site e-commerce. Il est trop fort, Nicolas, il nous a beaucoup aidé, et voilà, typiquement, on lui a envoyé quand même pas mal de marques aussi pour les aider. Et voilà, je pense que c'est vraiment ce genre de personnes-là qu'il faut aller voir quand tu fais que déjà un certain volume et que là, le moindre pourcentage de marge fait une vraie grosse diff à la fin de l'année. Ouais. Si c'est une marque plus débutante, on a plutôt tendance à dire, fais de l'acquisition, tant pis, même si tu perds un peu d'argent, en fait, tu vas tellement apprendre, tu vas tellement choper de l'attraction, tu vas conquérir un marché, potentiellement, avant les autres. Ouais. Et derrière, tu vas optimiser. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait, et ça a très bien marché, parce que faire les deux en même temps, à moins d'être très, très armé en termes soit de prestataires externes, soit d'employés, c'est quasi impossible de faire les deux en même temps. Donc quand tu te construis et quand tu construis une marque et que tu fais des recrutements un peu au compte-gouttes, donc voilà. Mais en tout cas, bien traquer ses marges, bien faire ne serait-ce qu'un mini PNL, donc profit and loss, chaque mois, combien j'ai rentré, combien j'ai sorti, est-ce que je suis en bénéf ou pas. Pour même une marque débutante, c'est intéressant de le faire, quoi. Ouais, très bien. Oui, effectivement, et au-delà, bien penser que les conseils qu'on donne globalement aujourd'hui sont plutôt pour des marques qui font déjà un certain niveau de chiffre d'affaires, même si je pense qu'une bonne partie d'entre eux s'applique même pour ceux qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais effectivement, la data,
quand on fait des 300, 500, 600 000 euros de MRR, une mauvaise journée ou une bonne journée, ça doit suivre et ça peut faire toute la différence sur les prochaines semaines et les prochains mois. Ouais, clairement, 100%. Très bien. Et justement, dans ce côté éducation du fondateur sur les chiffres, vous faites d'autres constats quand vous commencez à travailler avec des fondateurs de marques e-commerce sur des manquements, des automatismes, des habitudes qu'ils n'auraient pas? Ouais, on repère des angles morts de temps en temps, mais après en fait, pour être 100% transparent, ça dépend un petit peu aussi comment nous on a cerné l'humain qu'on a en face de nous. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui veulent vraiment connaître leurs angles morts le plus vite possible pour pouvoir les régler. Et dans ce cas-là, on l'a senti et on y va. Et il y a certaines autres personnes où il faut être un peu plus doux. Il faut pas tout dire d'un coup parce que sinon ça va les perdre. Et au fait, à vouloir les aider, on leur fait perdre confiance. Et donc c'est ça aussi qui est important, je pense, c'est d'être cash quand on voit un problème, mais de savoir à qui on parle et de l'avoir bien cerné. Donc tu vois, souvent, avant qu'on travaille ensemble, on essaie vraiment de les cerner, de leur demander comment ils réfléchissent, quelles sont même leurs peurs, quelles sont leurs choses, enfin, d'essayer de connaître l'humain au maximum pour se dire, ok, là on peut y aller de manière cash, en autoroute, en mode le mec veut tout savoir le plus vite possible, donc on va lui délivrer comme ça. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin plus d'être accompagnées, et dans ce cas-là, parfois quand on voit des angles morts, c'est pas évident de le dire de suite. Donc voilà, mais globalement, tout ce qu'on t'a dit depuis le début, c'est des erreurs qu'on voit, c'est des erreurs qu'on a fait déjà, avant tout, et c'est pour ça qu'on les voit souvent, parce que du coup on se dit, attends, ils sont à un stade de croissance qu'on a connu, ils nous ont dit telle chose qui nous allume une petite lumière dans notre cerveau en me disant, s'il nous a dit ça, c'est peut-être qu'il a pas pensé à faire ça, et après on pose la question, on découvre des choses comme ça. Mais donc je sais pas si ça répond à ta question, mais globalement... il y a des manquements, bien entendu, mais c'est pas des manquements, c'est juste qu'on a tous une expérience différente et que c'est pour ça aussi, tu vois, que même nous, on s'est tout le long de la route fait aider par des coachs, par des mentors, par des agences et tout ça, parce que il faut quand même être humble sur le fait qu'on peut pas tout savoir. Et on le dit souvent, même les coachs, même les sportifs au niveau, même LeBron James, même qui tu veux, il a un coach, tu vois. Il peut pas tout savoir, toute légende qu'il est, quoi. Et je pense que c'est important d'être humble vis-à-vis de ça et de se dire que d'avoir un point de vue extérieur, c'est aussi une belle aide parce que quand on est dans le business, tête dans le guidon, qu'on exécute, on a moins de place pour vraiment se reculer et se dire ok, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, où est-ce que je mets mes actions. Donc en ça c'est vraiment essentiel, quoi. Donc comment ça se matérialise ça? Vous allez voir votre client, vous faites une journée de randonnée avec, un déj ou un café visio, et puis vous essayez un peu de comprendre son état d'esprit, comment il se sent, quelle est sa vision. Enfin, comment ça se matérialise? Ça se matérialise en parlant avec lui et pas toujours la tête dans le guidon. C'est-à-dire que on essaye des fois de faire des petites intros ou des petits commentaires sur les sujets et d'avoir même des fois juste parler, pas juste tête dans le guidon, et de prendre un peu de hauteur, de parler de la vision, de parler quand on parle de la vision, des fois hop on va dire ok, tu veux faire ci, partir sur un autre projet, mais tu veux vendre la boîte, mais et en fait déjà on va voir souvent qu'il peut y avoir des sujets qui sont contradictoires en disant ok, dans la vision on va la challenger parce que regarde, tu veux partir là-bas mais tu mets des actions qui vont pas dans ce sens-là, donc déjà il y a, quand on parle de la vision et de la vision stratégique de la boîte, il y a un petit côté de challengeant, on va parler avec eux, et ensuite ça reste de l'humain, donc on va simplement dans la façon de comment on s'exprime, de la façon de comment on réagit quand on challenge la personne, etc. On va remarquer comment on va devoir parler avec cette personne, lui proposer les choses, lever ses blocages mentaux, s'il en a, on en a quasiment tous, donc les définir. Et voilà, par exemple, faire un lancement produit, il y a plein de personnes qui se disent non, moi je peux pas, j'ai pas le bon truc ou quoi. En fait, allez venir dire si. Regarde, on va enlever le blocage mental, tu peux y arriver en faisant ça, etc., etc. Donc, souvent, c'est à force de discussion, au fil des discussions, qu'on va petit à petit, naturellement, arriver sur une contradiction stratégique ou un blocage mental ou quelque chose que la personne ne voit pas, donc on va pouvoir l'identifier, mais ça va pas être le but du call. On va dire aujourd'hui, on va regarder les blocages mentaux qu'il y a. Non, c'est au cours de l'accompagnement, au cours des discussions, au fil du temps qu'on va identifier tel ou tel problème
et petit à petit venir challenger, pas brutalement toujours, mais venir challenger toujours le fondateur ou la stratégie qui a été mise en place, en disant ok, bah on comprend tout à fait que ta stratégie c'est celle-ci, et on va essayer de, par des questions, par des process, voir que il y a peut-être soit une contradiction, soit un manque d'opportunités à saisir, parce qu'il y avait ce blocage mental ou cette croyance limitante qui fait qu'il souhaitait pas y aller. Et donc voilà, on va souvent essayer de challenger, pousser un petit peu pour venir. C'est aussi ce pourquoi on vient nous chercher. Souvent, c'est pour si tout était bien, c'est compliqué de venir nous voir. Quand on vient nous voir pour le consulting, c'est que ils sentent qu'il y a quelque chose à faire. Et donc nous, on essaye de trouver quelque chose à faire avec eux, en les challengeant, en levant des barrières et en essayant de focaliser le dirigeant sur son efficacité maximale, en choisissant et en priorisant les tâches qu'il va mettre dans sa journée, dans son mois. Trop bien. Top. Non, effectivement. Et puis je pense que c'est ce qui fait la beauté de notre métier en e-commerce, c'est que la boucle n'est jamais bouclée. Il y a aucun e-commerçant qui peut se targuer de faire les choses parfaitement et qui n'a plus qu'à se croiser les bras et d'attendre les ventes. De toute façon, on voit, si on a de stress 5% de taux de conversion, ce qui est déjà extraordinaire, il reste 95% des personnes à aller convaincre. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. C'est clair. Et non, j'ai peut-être énuméré un petit peu de manière scolaire les différents leviers pour essayer de structurer un peu tous les bons conseils que vous nous aviez à nous partager aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile de parler de creative stratégie en 10 minutes. Ça pourrait faire l'objet d'un podcast et d'un podcast de 3 heures. Chaque levier, finalement, pourrait faire l'objet d'un podcast de 3 heures sur son propre sujet. Mais je pense qu'effectivement, le tout, c'est de savoir que tout est relié, qu'il s'agit pas de prendre les points les uns après les autres et de cocher les cases les unes après les autres pour faire tout bien et avoir un e-commerce qui fonctionne pour l'éternité. 100%. Trop bien. Vous voyez peut-être des choses à ajouter sur ce que vous venez de dire, des questions que je vous ai pas posées qui auraient été pertinentes de vous poser? Non, le conseil que moi je peux amener, c'est vraiment nous, le chemin qu'on a fait, on l'a pas fait seul. On s'est fait accompagner tout au long de notre expérience Lily Skin par différents coachs, différents consultants, ce qui nous a permis d'aller si vite. Et c'est vrai que voilà, c'est le learning, c'est que le chemin il se fait tout seul, mais c'est beaucoup moins drôle. Quand on le partage, on peut aller plus loin et on peut aller plus fort. Et c'est vrai que voilà, nous on prend passion aujourd'hui à accompagner des marques, à accompagner des fondateurs, aussi bien humainement que sur le point de vue business. Les deux nous passionnent et on a énormément apprécié être accompagné. Donc on a vécu les deux et on a vraiment, je prends autant de plaisir à ouvrir une porte dans l'esprit d'un fondateur et à lui expliquer un concept qu'il a acquis ou alors à le recevoir. C'est toujours la même petite excitation qu'il y a en disant waouh, ok, j'avais pas vu ça comme ça et en fait en faisant comme ça, c'est un petit raccourci qui va me faire gagner pas mal de temps et qui est très 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 très, très cool. Donc ça c'est voilà vraiment la conclusion. Investissez sur vous, sur votre compétence, croyant en vous et faites-vous aider quand c'est nécessaire. Faut pas avoir honte de ça. Comme disait Chris, même le LeBron James se fait coaching, se fait aider. Si lui il a l'humilité d'avoir un coach pour la bouffe, un coach pour le shoot, un coach pour tout ce qu'on veut, voilà, n'hésitez pas à prendre exemple de LeBron et Trop bien. On en a pas parlé, mais est-ce qu'il y a quelques clients que vous avez accompagnés et dont vous pouvez donner les noms? Alors, on peut pas donner les noms de tout le monde parce que ça dépend un peu. Il y a certaines marques qui préfèrent pas le dire. On accompagne des plus petites marques comme des plus grosses. Dans les petites, par exemple, on a Maison Matcha, qui est une marque d'un pote à nous, en plus de ça qu'on connaît depuis très longtemps, Jérémy. Donc là, on a vraiment une très très grosse stratégie de lancement produit et de pivot de la marque qui va arriver en début d'année. Donc très très hâte de voir ce que ça va donner.
Et après, on accompagne des marques un peu plus grosses. Je peux te donner un exemple, par exemple, c'est Helmut. Donc, c'est de la nourriture, de la ration ménagère pour chiens en forme de boudin, que beaucoup de gens ont déjà dû voir parce qu'ils font déjà des volumes très, très importants. Et là, tu vois, typiquement sur ce genre de marque-là, c'est encore d'autres problématiques. C'est plus, OK, comment on arrive à faire en sorte que Meta soit notre moteur. C'est, OK, notre moteur, c'est déjà Meta. Comment on produit plus? Comment on se structure? Comment on vient de challenger ce qu'on a déjà fait? Comment on analyse tout ça. Donc c'est vraiment intéressant. Et voilà. Et après, on a d'autres marques qui préfèrent pas trop qu'on le dise, mais voilà. Notre activité, elle est depuis mars. C'est les marques qu'on accompagne. Il y en a que très 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 peu qui sont sortis de l'accompagnement. Et généralement, ils préfèrent être sortis de l'accompagnement pour dire OK, vous pouvez en parler pendant l'accompagnement. Ils préfèrent rester un petit peu ce qu'ils appellent en dehors des radars. donc là-dessus, on les comprend. Hein, c'est pour éviter d'être copiés ou d'attirer l'attention sur eux. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on respecte ça. Mais c'est vrai que voilà, voici quelques noms et en tout cas, on prend pour savoir en termes de typologie, c'est souvent des marques justement entre 1 et 10 millions, tu vois, en termes de taille de marque. Dans ces eaux-là, sachant qu'il y a des marques qui font plus que 10 millions, mais parce qu'ils ont du retail. Donc la marque elle-même, nous on va se concentrer que sur le e-com. Donc voilà, mais c'est généralement le genre de marque qu'on accompagne. Enfin, puis j'imagine que vous, étant donné l'investissement que ça vous demande de travailler sur tous ces points, vous pouvez pas accompagner des dizaines de marques en même temps et que vous devez sélectionner avec qui vous bossez. Exactement, on essaie de sélectionner. On fait beaucoup à l'humain quand même. Tu vois, je pense que ça se ressent quand même, c'est que pendant plusieurs années de notre vie, on a fait un peu cette chasse à l'argent, j'ai envie de l'appeler comme ça. Et maintenant, on se ressent quand même sur des choses qui sont plus essentielles. Ça veut pas dire qu'on ne gagne pas notre vie, mais ça veut dire que parfois, tu vois, il y a certains fondateurs, on se dit, OK, le mec a un tel bon projet, il est tellement sympa, on sait qu'on va tellement pouvoir l'aider qu'on est capable parfois, tu vois, de s'adapter aussi à ce genre de personnes-là et de trouver des formules hybrides où on va se voir une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois parce qu'il a pas forcément le budget de se payer nos conseils, ce genre de choses. Et à côté de ça aussi, on a un projet où on est en train de monter un groupe school. Okay. Où on va justement faire un espèce d'accompagnement, de formation en ligne sur un programme de 12 semaines. Où on va apprendre aux gens à faire des publicités winner, comme on l'a fait nous en interne, de A à Z, donc de définir son avatar, faire son script, tournage, montage, lancement, media buying, scaling, itération. Un petit peu d'IA aussi à l'intérieur. Donc voilà, on est en train de préparer ça depuis plusieurs mois. On espère que ça va sortir en début d'année et je pense que ça va prendre un petit peu de retard parce qu'il y a justement tellement de choses à dire et tellement de changements en plus de ça récemment qu'on veut vraiment fournir la meilleure chose possible à un prix ultra accessible pour justement vraiment avoir de l'impact et se dire que en fait nous cette compétence là qu'on a appris en fait sur le tas à la limite qui nous est tombée dessus d'une certaine manière et qu'après on a poussé et qu'on a développé au fur et à mesure du temps parce qu'on était convaincus que c'est ça qui allait nous faire réussir. Ben on se dit que s'il y a plein de gens qui l'ont, on va pouvoir globalement changer des vies en fait comme nous ça a changé notre vie. Avant on était DJ et on a fait du e-commerce. Puis on est rentré dans une toute autre sphère de business et de niveau de CA et de choix de vie aussi, tu vois, de pouvoir s'affranchir, de pas regarder le prix quand tu vas faire tes courses, de cette espèce de luxe là un petit peu qui est pas forcément de luxe matériel mais qui est plus un luxe de liberté mentale et de liberté tout court. Et on se dit on va aussi faire un autre produit entre guillemets qui a pas cette dimension de one où là on fait pas nous qui allons réviser tes scripts et te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais au moins une base de connaissances, un truc très applicable semaine après semaine pour que t'aies une app, que t'aies même un business physique et que tu saches pas comment faire rentrer du monde dedans, tu puisses utiliser Meta ou la pub en général et même l'organique parce que globalement l'Ads ressemble énormément à l'organique sauf qu'on envoie du budget, on laisse pas juste l'algo décider qui va faire des likes ou pas. Et donc voilà, donc on va essayer de faire ça à un prix vraiment très raisonnable pour impacter le plus de vies en espérant du coup que notre expérience puisse aussi servir à plein de gens et à s'affranchir de leur taf qui leur plaît pas, de toutes ces choses-là où ils aimeraient changer de vie mais ils ont pas forcément les clés. Et vu que sur internet, il y a tellement de bruit, il y a tellement de gens qui disent savoir et qui savent pas forcément ou qui te font croire qu'ils ont fait X millions avec un business, donc en fait ce business-là c'était celui où ils vendaient des formations et c'est comme ça qu'ils sont devenus riches, donc on s'est dit on va essayer d'assainir un peu le truc et voilà, donc c'est en préparation et au moment où ce sera lancé, n'hésitez pas à checker ça. Donc ça c'est via l'organisme de formation School, c'est ça ?
Ouais, je pense qu'on va héberger la formation sur Skool. Oui, non, effectivement. Voilà. Et donc du coup, après, normalement, si on fait bien notre travail, vous risquez de voir nos ads quand ce sera lancé. Oui, Et sinon, autant pour moi, j'imaginais que Skool, c'était une boîte qui vous laissait faire une formation d'un côté, mais non, effectivement, c'est un logiciel sur lequel vous pouvez héberger votre formation. Ok, C'est ça. très bien. Au moment venu, hâte de voir à quoi ça va ressembler. Je doute pas que Carrément. ça va être très très qualitatif. On essaye. Très bien, je vais terminer par deux dernières questions que je vais vous poser en même temps, comme ça va peut-être vous laisser un petit peu le temps de réfléchir à la deuxième. La première, c'est si on veut travailler avec vous, vous poser des questions, en savoir plus sur votre accompagnement, comment on vous contacte. Je mettrai ensuite les liens en description. Et deuxième question, qui me conseilleriez-vous d'inviter dans ce podcast pour parler d'e-commerce, d'AS ou de tous les sujets qui gravitent autour de ça? Comment nous contacter? Je pense que le plus simple, ça sera sur LinkedIn. Donc on te donnera les liens effectivement pour nous contacter. Et la personne à inviter sur ce podcast, il y en a tellement. Il y en a plein. C'est vrai que je sais pas si t'as déjà pris une agence de CRO, mais Andrea de l'agence Ouvert en CRO, ça peut être un bon contact qui est bien calé dans son domaine et qui est très intéressant et très humain aussi. Donc je pense que ça pourrait être pourquoi pas voilà. Chris, ça fait aussi. Ouais, moi j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. On va dire notre partenaire de cœur qui est Thomas d'Email Club qui nous a tellement aidé. Donc je sais pas si tu l'as déjà eu ou pas. Non. Andrea, on a fait un podcast ensemble il y a quelques mois, donc c'était bien trouvé, mais effectivement c'était super intéressant. Donc ouais, Thomas d'Email Club, je pense que ça peut être une vraie plus-value. Et après, on connaît plein de fondateurs, tu vois, de e-com, que ce soit Flo de Frugies ou toute cette trempe-là qui peuvent être ultra intéressants aussi. Hugo de Flytex, voilà, je pense que ça peut être des gars qui peuvent apporter beaucoup de valeur, qui sont très très solides. Et après, pourquoi pas t'ouvrir aussi sur, je sais pas, tu vois, des gens qui sont un peu dans le business, mais qui étaient peut-être sportifs un peu avant, ce genre de choses. Ça peut être aussi intéressant d'avoir des parcours un peu croisés, un peu atypiques, parce que nous, je pense qu'on fait partie un peu de cette typologie-là voilà, on sort pas d'école de commerce, on n'a pas tout misé sur le e-com dès le départ, on allait chanter dans les campings et faire des mariages pendant des années. Et voilà, c'est intéressant aussi d'avoir des points de vue parfois un petit peu différents, donc voilà. Ouais, carrément. Trop bien. Merci beaucoup les gars. Je manquerai pas de mettre les liens pour vous contacter en description de la vidéo sur YouTube et du podcast sur Spotify, etc. Et vraiment merci beaucoup pour cette qualité de conseils et de retour d'expérience. Avec plaisir. Merci Thomas. Merci à toi. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'ADS et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.